Bonsoir. Avant le déplacement en Algérie de Gérald Darmanin, le ministre français de la Justice, Laurent Nunez, le ministre français de l'Intérieur, avait déclaré à la presse de son pays que les relations franco-algériennes se sont réenclenchées, pour le citer. Elles sont bonnes, a-t-il assuré, après une crise de près de 2 années. Il a précisé que les deux pays ont renoué des relations sécuritaires qui n'existaient plus. À la presse française, au lendemain de sa visite à Alger, où il avait été reçu par le président algérien, M. Darmanin s'est montré particulièrement optimiste, au point de rêver, nous dit-il, d'un traité d'amitié un jour, suggérant à son détour que ce serait là une alternative aux accords de 68. C'est dire, n'est-ce pas, que le chemin reste long à parcourir entre les deux pays pour des relations vraiment apaisées dans les intérêts bien compris de chacun. Il a cependant acté, M. Darmanin, d'une reprise de la coopération judiciaire et a même affirmé qu'il était permis d'espérer, pour les prochaines semaines, et pour la première fois, d'un accord sur des extraditions. Avant les précisions qu'il allait donner sur ces extraditions à une chaîne de la télévision française, une interprétation très débridée avait été faite par certains réseaux sociaux et d'autres relais proches du régime algérien sur les accords d'extradition sur lesquels les deux pays se seraient mis d'accord. Ces relais se sont vite engouffrés dans la thèse d'extradition bilatérale des deux pays vers les deux pays à la demande des deux, autrement dit, celle aussi des opposants algériens réfugiés en France, entre autres. Mais M. Darmanin allait donc, via cette chaîne de la télévision française, dissiper tout malentendu. Qui vous ont été formulées par les autorités algériennes, composant pour des opposants algériens. Je pense notamment à ceux qui sont des opposants au président Tebboune ou à l'agent consulaire algérien détenu à Paris, puisqu'il est accusé d'être impliqué dans l'enlèvement de l'influenceur algérien Amir DZ. Alors, en ce qui concerne l'agent consulaire algérien, je ne ferai pas beaucoup d'autres remarques que de dire, et je l'ai rappelé aux autorités algériennes qu'il était bien traité. Il est en détention provisoire, décidé par un juge d'instruction. Il n'appartient pas au ministre de la Justice d'y intervenir, mais il est bien traité par l'administration française, et nous espérons le plus rapidement possible que cette affaire soit jugée, en respectant le temps de la justice, pour que cela soit derrière nous. Mais ce n'est pas à moi d'intervenir, ce que j'ai rappelé au président algérien, et comme nous n'intervenons pas dans les affaires algériennes. Et le deuxième sujet, en effet, il y a des opposants politiques qui existent. Réfugiés, donc? Alors, certains ont le statut de réfugié, d'autres ne l'ont pas. Mais la France, bien évidemment, ne donne pas les opposants politiques au régime politique. Mais évidemment, nous sommes très attentifs au fait que l'Algérie a un certain nombre de demandes de coopération judiciaire, policière, et tout ce qui sera fait par le droit doit être fait. Il y a sans doute eu aussi des blocages côté français, parce que par des manques de moyens, notamment, quand on n'a qu'une seule personne au parquet national financier qui s'occupe des 130 demandes de lutte contre les biens mal acquis algériens, on peut aussi comprendre que nous n'avons pas toujours été en mode prioritaire pour ces demandes, et nous le serons désormais. Nous allons par ailleurs écouter le même M. Darmanin sur une autre déclaration. Bien sûr qu'évidemment l'Algérie demande des choses à la France, et c'est tout à fait normal, notamment dans les affaires dites des biens mal acquis. Il y a plus de 130 demandes par les autorités judiciaires algériennes pour lutter contre la corruption du clan dit Bouteflika. Et le président Tebboune y est très attaché. Je lui ai assuré, c'est pour ça que je suis allé avec le procureur national financier qui m'a accompagné et qui en toute indépendance a pu parler avec ses homologues pour dire que nous prendrons en considération, évidemment avec le plus grand des sérieux, les demandes du président Tebboune pour récupérer l'argent qui appartient au peuple algérien et qui a été détourné. J'attends les décisions de justice, évidemment, détournées par des dignitaires algériens qui ont trahi la confiance du peuple algérien.
Alors là, il parle de 130 cas d'Algériens qui auraient détourné de l'argent qui appartient au peuple algérien et qui seraient donc dans le viseur de la justice française, qui enquêterait donc sur ces 130 cas. Et de préciser, M. Darmanin, et là nous pourrions peut-être en discuter, des gens qui font partie du clan Bouteflika, apparenté du moins à Bouteflika. Or, il est connu que le territoire français, que la France a toujours servi de plaque tournante pour le blanchiment d'argent volé au peuple algérien, et ce, bien avant Bouteflika. Cela a toujours été le cas. Alors pourquoi seulement cette période de Bouteflika? Nous pourrions en parler. Alors, pour parler de tout ça, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ici sur le plateau Maître Athmane Besselem, avocat, défenseur des droits humains. Maître Besselem, merci d'être des nôtres. Merci M. Bechnouf pour l'invitation sur le plateau. Je suis honoré aussi de partager le plateau avec M. Karim Tabou. Merci. Karim Tabou, donc opposant politique. Karim, merci d'être des nôtres. Merci Sidjamal, merci pour l'invitation. Bienvenue à notre invité, à notre ami. Merci. J'espère qu'on aura un débat fructueux. Alors, je vais commencer par vous, Karim Tabou. Pourquoi dans ce qui semble être une réconciliation, des retrouvailles, la fin d'une période glaciaire entre les deux pays, pourquoi avoir abordé seulement ces aspects judiciaires et sécuritaires, et ces deux aspects seulement? Pourquoi d'après vous? D'abord, je vous remercie encore une fois. Permettez-moi de faire une petite remarque comme ça à l'entrée. Le contraste est frappant, hein. Vous avez un chef d'État né en 1945 qui rencontre le représentant d'un grand État, la France, qui est né, lui, quant à lui, il est né en 1982. C'est pratiquement le chef de l'État qui rencontre son petit-fils. Entre les deux, il y a eu pratiquement la Deuxième Guerre mondiale, la mise en place de l'ONU, la guerre d'Israël contre la Palestine, la guerre d'indépendance de l'Algérie, la guerre du Vietnam, la guerre des 6 jours, la guerre indo-pakistanaise, la guerre civile au Liban, la guerre du Sahara occidental, la guerre froide. Vous imaginez le temps dont nous sommes. Bon, oui. C'est vrai que certains diront que c'est un contraste. À la limite, il y a des pays qui ont des présidents qui ont cet âge, etc. Mais déjà ça donne à peu près une image pourquoi on a mis telle question prioritairement pour les uns, alors que les autres devaient également avoir leurs propres préoccupations. Et puis également, la deuxième remarque, vous voyez très bien, je suis en Algérie, je suis un Algérien, je n'ai pas d'informations par la voix des officiels algériens, ni par la voix de la presse algérienne. J'ai dû attendre que Gérard Darmanin soit invité par une chaîne française pour avoir l'information sur les pourparlers qui ont duré des heures et des heures avec le chef de l'État, avec le ministre de la Justice. Et également, ça vous donne une idée de comment se gèrent les affaires des deux pays, de l'autre côté et de notre côté. Bien sûr, après, pourquoi l'insistance française exclusivement sur les questions de coopération judiciaire et sécuritaire? Bien sûr, elle traduit très clairement les priorités stratégiques de chaque État. Aujourd'hui, on voit très bien que les questions qui ont été posées dans le débat relèvent des questions stratégiques de l'État français. L'État français, autant
dans ces enjeux internes de débat interne que sur les questions de stratégie. Il est confronté à la question de l'immigration, à la question des expulsions, à la question des renseignements, à la question de la lutte contre le terrorisme, contre les réseaux criminels, le contrôle des flux humains, la coopération politique, etc. Ces dossiers, très clairement, occupent une place centrale dans la politique intérieure française. Karim Tabou, pour dire les choses, côté algérien aussi, ils ont remporté, si je peux dire, une manche très importante pour le système, pour le pouvoir algérien, qui est celui d'avoir impliqué la justice française dans le cadre de 130 dossiers de détournement et de détournement d'argent vers la France du clan, nous dit-on, de Bouteflika. Oui, mais dans les relations des États, un tel dossier aurait pu faire partie des sujets qui se traitent par les commissions mixtes, etc. Mais lorsque vous avez des déclarations de responsables politiques qui se placent d'abord dans la communication vers une opinion publique algérienne, une opinion publique française. Parce que dans ces opinions publiques, il y a également un devoir politique, un devoir moral, un devoir démocratique. Vous avez un ministre qui a senti l'obligation morale, politique et démocratique d'informer son opinion publique sur les détails de ce qui s'est passé dans les pourparlers. Or, de notre côté, les gens, ils sont dispensés de ce devoir. Et puis également, quand je parle des questions qui relèvent du stratégique, très clairement, aujourd'hui, si vous interrogez des experts algériens, les gens qui s'interrogent sur les objectifs et les intérêts stratégiques de l'Algérie, on les trouve beaucoup plus dans la nature d'abord des relations sur le plan de l'économique, sur le plan commercial, sur le plan des intérêts algériens dans ses relations avec la France. Or, on voit très bien que finalement, la France est là des questions qui relèvent de son débat intérieur, de ses préoccupations stratégiques, il vient. Et pourtant, on nous apprend que la visite du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice était faite sur invitation des autorités algériennes. C'est très important que de préciser cela, parce que dans la propagande qu'on est en train de subir en Algérie, on diffuse à travers les médias du pouvoir, etc., l'idée que c'est la repentance française, que c'est la France qui s'est inclinée, etc. Mais dans le fond, on le voit très bien que ce sont les autorités algériennes qui invitent, mais ce sont les autorités françaises qui ont imposé le débat. Et d'ailleurs, l'essentiel du sujet qui a été discuté, mis à part justement ce détail-là que vous venez de donner sur... et d'ailleurs, on nous a très clairement signifié que ça doit se passer par les normes démocratiques, à travers des décisions de justice. La justice est indépendante, donc on nous fait vraiment des rappels que les choses ne se passent pas comme chez vous. Ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, ça ne va pas se passer comme vous l'imaginez, ça va se passer selon les normes qui sont les nôtres. Mais sur un autre plan, ils ont insisté sur le fait que les débats qui les concernent, les intérêts qui les concernent, les sujets qui les concernent, nous avons tout simplement nous avons montré pas seulement notre disponibilité, non, c'est le fait que nous allons être un pays qui doit répondre sur les questions qui relèvent des questions stratégiques. Restez avec nous, Karim Tabou. Athman Besselem, d'abord, la même question suis-je tenté de vous poser. Pourquoi, dans de telles retrouvailles, n'avoir envisagé que des questions judiciaires et sécuritaires? Du moins, c'est ce qu'il déclare, c'est ce que déclarent les deux ministres de l'Intérieur et de la Justice, deux ministres français. Oui, c'est un point très important, mais j'aimerais rebondir juste ce que M. Karim Tabou avait souligné tout à l'heure, sur le fait qu'on fait face là actuellement à une rencontre où il y a un président algérien qui est né dans les années 40 et face à lui, un jeune ministre de la Justice qui a déjà accumulé plusieurs portefeuilles de haute responsabilité au sein de l'État français. Il était ministre de l'Intérieur, conseiller,
Il est ministre de l'Intérieur 3 fois, je crois. Exactement. Il est ministre de la Justice. Il négocie au nom de l'État, et un grand État comme la France. Qui est né en 82. Il y a quelques jours aussi, il y a une autre responsable d'État français aussi qui s'est déplacée en Algérie à l'occasion des massacres du mai 45 à Sétif. C'est Alice Ruffo. On voit vraiment... Ministre délégué des armées. Exactement. Donc cette question-là aussi nous interpelle. C'est-à-dire sur le plan de l'image, sur le plan de la communication, ce genre de situation nous interpelle. Et M. Karim Tabou, le fait de devoir souligner cela, je pense, c'est un message politique assez fort et remarquable. Revenons à la question. Je pense sur cette question-là, pourquoi il y a eu ces sujets-là qui se sont imposés. Je pense que Alger a compris que sur certaines questions, il ne peut plus y avoir un retour en arrière. Commençons déjà par la question qui a marqué en quelque sorte les relations franco-algérienne, c'est la question de la reconnaissance de la France du plan d'autonomie proposé par le Maroc sur la question du Sahara occidental, qui était présenté par les commentateurs, bien sûr, pro-régime algérien, comme l'affaire la plus importante entre les deux pays, que c'est l'affaire qui représente clairement la fissure diplomatique entre les deux gouvernements. Et aujourd'hui, Alger semble avoir compris que sur cette question-là, il n'y aura plus de retour en arrière. C'est un échec diplomatique pour Alger et que nous devons souligner, et l'histoire le retiendra, c'est un échec diplomatique sur lequel l'Algérie a investi quand même beaucoup de son énergie, de son temps et aussi de son argent pour le dire. Donc là, la question n'est pas être pour ou contre la question du Sahara occidental, mais sur le plan symbolique, sur le plan diplomatique, sur le plan politique, c'est un échec. Mais sur le plan du Sahara, excusez-moi, je vous interromps, je vous rends la parole tout de suite. Oui. Vous avez raison de le préciser. On est tenté de dire, après 2 ans de crise, et ça a été martelé, de dire tout ça pour ça, ouais, pour revenir à la case départ, exactement, sans qu'il y ait une quelconque concession sur ce sujet, sur cette question, de la part du chef d'État français. Exactement. D'ailleurs, ça a été dit indirectement par Tebboune, par le recteur de la mosquée de Paris, qui a voulu passer le message aux médias français en disant que la décision de Macron de reconnaître la marocanité du Sahara est considérée comme un point de non-retour dans les deux relations. Il faudra revoir cette question-là. À demi-mot, il a reconnu. Bien sûr, c'est une note qui lui a été donnée par le président algérien pour qu'elle soit communiquée ici en France. Donc, on revient, donc tout ça pour ça. Il y a aussi une autre question qui était très importante pour le pouvoir algérien pendant toute cette période-là de crise politique, c'est la question des opposants politiques, puisqu'il y a une demande d'extradition qui concerne plusieurs opposants politiques, il y a des mandats d'arrêt internationaux, à l'encontre, à titre d'exemple, MRDZ, donc il y a eu une demande dans ce sens de la part de l'État algérien, ça s'est soldé par un échec, puisque le dossier est non recevable aux yeux de la justice française. D'ailleurs, les instances chargées d'octroi du statut de réfugié ont octroyé le statut de réfugié pour Amir Bokhors, qui est aussi un échec clair et cuisant pour la diplomatie algérienne, que ce soit sur le plan interne et externe, parce que ça y va aussi de la légitimité et de la crédibilité judiciaire. Parce que délivrer une demande d'extradition en bonne et due forme et avoir un non-retour ou un non-lieu de la part des autorités judiciaires comme celle de la France, c'est un échec total. Et ça n'a pas été souligné dans le cadre de ces pourparlers. Parce que c'était une action politique, ça aurait été souligné dans le cadre de ces échanges. Aussi, faut-il préciser, je vous rends la parole, que dès l'annonce très vague d'un accord sur les extraditions, des milieux algériens appartenant à des réseaux et des relais du régime se sont précipités pour faire publier des informations qui sont avérées fallacieuses sur l'extradition prochaine de ces opposants algériens qui se trouvent en France vers l'Algérie. Or, M. Darmanin, comme vous l'avez écouté tout à l'heure, a précisé clairement qu'il n'est pas question que la France n'a pas pour tradition de renvoyer les opposants vers les pays qu'ils ont fuis. Ça a été très clair, et que ceci ne relève que, pour ce qui est de l'agent consulaire, ne relève que du ressort de la seule justice française. Exactement. Dans laquelle personne ne peut interférer, et je vous laisse. Voilà, pour revenir donc à la situation, donc je pense qu'Alger
voudrait et souhaite tourner la page de cette question-là, de revenir sur certaines questions qu'elle considérait comme étant stratégiques, en l'occurrence ce qu'on appelle les opposants politiques, ou même ça touche à certaines organisations comme le MAC et Rachet qu'elle considère à ce jour comme étant des organisations terroristes et qu'elle n'a pas réussi à mettre sur la table de négociation, même s'ils ont voulu cela au début, parce qu'il y a aussi des demandes d'extradition concernant des dirigeants du MAC, à l'instar de Axel Belabassi et des personnes qui étaient citées dans le dossier du meurtre de Jamal Ben Smaïl, et la justice française a rejeté complètement ces demandes-là, considérant que le dossier qui a été émis et donné par la défense des demandeurs de l'État algérien sont vides et ne comportent pas de preuves ni d'éléments substantiels et importants pour décider d'une extradition. Donc là, pour terminer, donc l'Algérie a décidé de passer à autre chose. C'est pour cela qu'on termine actuellement avec ce genre de décision et de discussion entre les deux pays pour passer à autre chose. Très bien. Alors, je vais vous passer une petite vidéo de M. Darmanin, à l'un et à l'autre, à vous et à Karim Tabou. Nous allons la passer deux fois. La première fois pour l'écouter et la deuxième fois pour voir si vous aurez remarqué dans la terminologie utilisée par M. Darmanin à quel point les autorités françaises, le pouvoir français, la France officielle d'une façon générale, regardent ce système, ce régime. Nous allons écouter une première fois. Il y aura une délégation, vous me confirmez, de magistrats algériens qui vont venir enquêter en France? Alors nous les avons invités à venir début juin prochain et je remercie le président Tabou d'avoir accepté que les hauts dignitaires de la magistrature algérienne rencontrent tous les grands magistrats français pour faire avancer ces dossiers. Est-ce que vous avez bien entendu, messieurs, dames, Karim, Maître Besselm? Nous allons écouter, je vous demande de faire attention quand il parle des Algériens, il parle de dignitaires algériens. Dignitaires algériens. Et qui vont rencontrer leurs homologues, ils parlent de hauts magistrats français. Parce que dans la terminologie politique et dans la terminologie d'une façon générale de Monsieur Tout-le-Monde, dignitaire a toujours un côté péjoratif. Ça veut dire que c'est un haut cadre, un haut commis, pas de l'État, mais d'un régime, d'une mafiocratie, d'une médiocratie, d'un système... on ne dit jamais, par exemple, les dignitaires français, les dignitaires de la justice française. On dit, comme il l'a dit lui-même, et nous allons réécouter. Il y aura une délégation, vous me confirmez, de magistrats algériens qui vont venir enquêter en France? Alors nous les avons invités à venir début juin prochain et je remercie le président Tabou d'avoir accepté que les hauts dignitaires de la magistrature algérienne rencontrent tous les grands magistrats français pour faire avancer ces dossiers. Dignitaires et de l'autre côté, aux grands magistrats français. C'est un peu comme cette terminologie d'oligarchie, quand on parle de la Russie, on ne dit pas les hommes d'affaires, on dit les oligarques. Karim Tabou, sur l'emploi de ces termes à un si haut niveau de l'État français, dans une dynamique censée rabibocher tout le monde, où il parle de dignitaires de la justice algérienne qui doivent se rendre en Algérie pour rencontrer les hauts magistrats français. Franchement, sur le plan sémantique, le contraire m'aurait dérangé un peu. Le contraire m'aurait un peu surpris que de nommer les responsables de la justice algérienne de hauts magistrats. Parce que, disons-le très clairement, nous ne sommes pas dans un état de droit, nous sommes dans un pays où la justice est un simple instrument entre les mains du pouvoir politique. Donc, que les choses soient claires. Mais il y a également une subtilité dans tout ça. C'est quand même, j'espère vous faire arriver l'idée, lorsque vous voyez le ministre de la Justice venir en Algérie solliciter son homologue algérien, à propos de qui? À propos de quelqu'un qui est accusé d'avoir
d'être accusé de terrorisme. Hein, il s'agit du journaliste Glaise. Mais il vient solliciter les autorités algériennes pour qu'ils prennent une mesure humanitaire à l'égard de quelqu'un que la justice algérienne considère comme étant quelqu'un qui est impliqué dans les affaires de terrorisme. Mais à l'envers, dans l'autre sens, les autorités algériennes qui eux-mêmes avaient classé les gens d'être des terroristes, on ne demande pas que l'on prenne des mesures humanitaires, bien au contraire, on demande leur extradition. Vous voyez très bien la subtilité, elle est au niveau de l'attitude de l'État, la culture de l'État, le responsable qui défend les intérêts d'un État et l'attitude de responsables qui ont une vision limitée. Ils agissent beaucoup plus autant que pouvoir, autant que des gens qui veulent montrer leur capacité à tout contrôler, donc à avoir un gain politicien, beaucoup plus que la défense des intérêts de l'État. Et ça soulève, bien sûr, et à chaque fois, la question de la culture de nos dirigeants. Avez-vous déjà entendu, on va agrandir un peu la question, avez-vous déjà entendu un ministre algérien déclarer être sensible à la souffrance d'une famille d'un détenu algérien à l'étranger, ou même en Algérie? Avez-vous entendu déjà un ministre algérien demander une rencontre à un chef d'État étranger afin de lui solliciter de prendre des gestes humanitaires envers des détenus, envers des emprisonnés, envers des gens qui ont Bien fait au contraire, Karim Tabou, lorsque cela se fait, c'est pour demander de livrer des Algériens pour les mettre en prison. On n'a jamais entendu l'État ou le régime algérien se mobiliser autant que les Français pour leurs intérêts, pour leurs concitoyens, y compris lorsqu'ils ont une double nationalité, comme ce fut le cas pour M. Sansal, par exemple. Restez avec nous, Karim Tabou. Je reviens à vous dans un petit moment. Alors, sur ce lapsus, est-ce que c'est un lapsus, Athman Salem? Personnellement, je pense que, parce que le terme sur le plan linguistique, si on le prend, il désigne un titre honorifique en quelque sorte, une classe dirigeante assez distante, etc. Donc il peut avoir une connotation négative, il peut avoir une connotation péjorative, il peut avoir une connotation tout à fait positive dans son cadre linguistique. Mais dans le cadre politique, ça s'utilise de moins en moins, surtout quand il y a un rapprochement diplomatique entre deux pays et qu'on connaît clairement en fait, les subtilités en fait, d'un jargon politique utilisé. Est-ce que vous pourriez imaginer de quelqu'un, un ministre étranger qui viendrait en France et qui parlerait de dignitaires français? Absolument, c'est ce que je voulais en arriver ici, c'est que ça devrait être un terme qui ne devait pas être utilisé dans le contexte actuel. Il ne peut avoir qu'une connotation péjorative. Oui. Personnellement, je ne pense pas que Darmanin l'a fait d'une façon consciente. C'est quelqu'un qui défend clairement... Un lapsus. Donc oui, on peut parler actuellement d'un lapsus. Mais ça peut être aussi révélateur de ce que les gens pensent dans leur substantion, parce que l'une des crises, des crises... Un acte manqué, comme on dit. Exactement. Exactement. Et il y a eu aussi certaines d'autres déclarations de certains hauts responsables français, à l'instar de ce qui a été déclaré par Macron devant des jeunes Algériens dans le cadre de la commission Stora, où il a parlé du régime algérien, où il a parlé exactement de système politico-militaire. Donc c'était des propos qui ont rapporté par le journal Le Monde, que ça a été publié le lendemain, et ça a créé l'une des séquences de crise diplomatique entre l'Algérie et la France. Oui. D'ailleurs, l'ambassadeur a été rappelé et les deux présidents, bien sûr, se sont entretenus ensuite pour apaiser la situation. Mais c'est ce que réellement pensent les dirigeants français des autorités et du régime algérien, il faut le dire. De l'extrême gauche à l'extrême droite, au centre-droite, au centre-gauche, c'est ce qu'ils pensent au fond. Après, c'est l'approche qui est différente. C'est ce que, peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'ils le comprennent ou pas, parce que quand on voit les médias algériens, ils reprennent certaines déclarations d'hommes politiques qui défendent ce qu'on appelle un traitement, pas un traitement, mais qui défendent
je peux citer des députés de gauche du PS ou de la France insoumise qui défendent une approche beaucoup plus respectueuse, dans un cadre beaucoup plus diplomatique avec l'Algérie, une solution apaisée et apaisante pour les deux peuples. Ils pensent qu'une reconnaissance, en fait, de la fiabilité, si j'ose dire, du régime algérien, alors que ce n'est pas le cas. La gauche défend une approche, mais au fond, ils reconnaissent de fait que c'est un régime autoritaire et dictatorial. Alors, une autre question que je vais poser à Karim Tabo aussi, qui est très importante. Pourquoi, côté français, tous les responsables qui sont venus en Algérie, qui se sont rendus en Algérie, Nunez, Darmanin, Ségolène Royal, tous, les uns après les autres, à leur retour en France, ils ont tous communiqué, à la presse française notamment, à la télévision. Alors qu'en Algérie, qui est, j'allais dire, partie prenante de ce qui est en train de se passer, il n'y a aucune forme de communication des communicants algériens au peuple algérien via leur propre télévision, pourtant, qui ne font que les relayer généralement, qui ne leur posent jamais de questions gênantes, etc. Pourquoi ? Il n'y a, et ça c'est problématique, c'est ce qu'on appelle les républiques bananières, les États qui n'ont pas de perspective, qui n'ont pas de fondement démocratique, etc. Là, actuellement, on ne peut pas voir un journaliste algérien face au ministre de la Justice algérienne à qui la question du dossier d'Amir Dizet serait posée, à qui la question de l'implication d'un agent consulaire dans l'enlèvement d'une personne sous protection de la France est posée. C'est-à-dire ces questions-là ne sont pas posées et ne peuvent pas être posées. Ici, on voit clairement que Darmanin fait face aux questions des journalistes de droite ou de gauche, neutres, presse écrite ou audiovisuelle. Il répond à des sujets sensibles, il répond à des oppositions, il répond même des fois dans le cadre de débats très serrés sur des questions qui relèvent des affaires étrangères, de la justice, de la coopération internationale. Mais de notre côté, en Algérie, on ne voit pas des débats dans ce cadre-là. On ne voit pas, par exemple, actuellement, le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, faire face à des journalistes qui vont poser des questions gênantes, problématiques, et dans un esprit contradictoire, je tiens à le dire, dans un esprit contradictoire. On ne voit pas le ministre de l'Intérieur algérien qui va participer dans un débat où il y aura des opposants, des journalistes qui vont le contredire sur certains dossiers. Ça, c'est révélateur de la légitimité de l'État. Ici en France, qu'on le veuille ou non, un État qui fait face à la contradiction, qui fait face à la liberté journalistique, qui fait face à son peuple, c'est un État qui n'a pas peur, c'est un État légitime. Un État qui ne veut pas faire face au débat, qui n'accepte pas l'avis contradictoire, qui n'assume pas ses choix, ça veut dire qu'il y a manque de légitimité. C'est révélateur. Karim Tabo, même question. Vous avez entièrement raison. Mais également, cette situation explique le rapport qui existe entre le pouvoir et l'opinion publique. C'est-à-dire au-delà du fait de se mettre dans le devoir d'informer à travers la nécessité de répondre aux journalistes, etc., c'est le rapport même à l'opinion publique. Donc, c'est la nature même de la relation politique qui existe dans cet État, entre un État démocratique. Bien que nous connaissons très bien que certaines des questions diplomatiques, certaines questions sécuritaires, il y a toujours une part de discrétion, il y a toujours des choses qui relèvent du secret, qui sont au niveau des instances sécuritaires, etc. Mais également, il y a une partie de l'information qui est du droit absolu, d'abord des citoyens, des médias, des partis, des représentants du peuple, des députés, etc. Et malheureusement, et nous vivons ce paradoxe, moi je le vis, ce sont les responsables français qui informent régulièrement leurs opinions publiques, mais nous attendons des responsables français qu'ils communiquent à leurs opinions publiques pour prendre une part de notre droit à l'information. Et ça, du côté algérien, on voit très bien que le silence est la règle. C'est pas parce qu'il faut garder secret pour parler
cette partie des choses qui devront rester secrètes, mais c'est le fait que chez nous, c'est l'effacement total de l'opinion. C'est-à-dire on considère qu'il n'y a pas obligation de rendre compte ni aux partis, puisque les partis, vous connaissez très bien, personne en tout cas ne pose la question, ni aux députés, mais les députés sont là que pour applaudir les décisions ni les médias, vous voyez très bien, aucun journaliste dans les radis qu'ils organisent, aucun n'ose poser une question gênante parce qu'il y a une présélection, un tri, après une écriture de questions et puis répétition de la façon dont on va lire les questions, préparation des réponses, enregistrement des réponses, après arrangement des réponses, etc. Parce que le rapport à la démocratie, le rapport au devoir d'informer, le rapport au respect des droits du citoyen, mais ça n'existe pas chez nous. C'est-à-dire on considère qu'il n'y a ni parti, ni député, ni... Donc, il y a d'abord une question de transparence, mais il y a également, et encore une fois, j'espère vous faire arriver l'idée, la question de la souveraineté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en France, il y a une opinion publique qui est souveraine, et il y a des élections, et il y a une obligation du responsable de rendre compte à cette souveraineté, donc à cette opinion. Chez nous, on considère qu'il n'y a pas. Donc, il n'y a pas de souveraineté au fait. Donc, on a considéré que le peuple n'existe pas, donc il n'y a pas obligation de lui rendre compte. Tout simplement, c'est la démocratie et la dictature. C'est l'État et le pouvoir. Restez avec nous, Karim Tabou. Face à une logique de pouvoir. Alors, avant d'arriver à une question que je voudrais vous poser sur les accords de 68, que M. Darmanin semble avoir évoqué de façon très subtile, très détournée, j'aimerais d'abord avoir votre avis sur ce qu'il a abordé sur l'affaire de Christophe Glaise. Il semble nous dire quelque chose entre les lignes. Il nous dit qu'il en a discuté avec le chef de l'État et qu'il lui a assuré, pour lui dire que c'est un cas qui relève uniquement de la justice française, que la justice française est souveraine, que le dossier est entre les mains du juge d'instruction, ça veut dire qu'il n'est pas encore jugé, mais il semble suggérer que lorsqu'il sera jugé, définitivement, s'il n'y a pas d'appel, toutes les voies de recours seront épuisées. À ce moment-là, il serait possible, semble-t-il suggérer, qu'au côté français, il peut-être, M. Macron, procéder d'une mesure de grâce qui relève de ses prérogatives constitutionnelles. De la même manière qu'il nous dit que M. Tebboune semble très sensible à l'affaire Glaise, et donc qu'il pourrait peut-être prendre il ne le dit pas, mais il le suggère très fortement, une mesure de grâce. Est-ce que nous allons assister à une sorte d'échange de mesures de grâce pour régler ce cas très épineux de M. Christophe Glaise, qui a été condamné à 7 années de prison? Je pense que c'est fort probable. C'est fort probable. C'est que dans le cas de Christophe Glaise, d'ailleurs dans la délégation qui a accompagné quand même Gérald Darmanin, on tient à le souligner, qu'il a été accompagné par la directrice des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice, qui est Laureline Pierrefitte. Donc avoir dans la délégation une personne qui est directrice chargée des grâces, dans la délégation, c'est révélateur, parce que les autres dossiers, il y avait aussi des accompagnateurs, à l'instar de Vanessa Perret et de Pascal. Donc, dans la délégation, il y avait cette dame, directrice des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice. Exactement. Qui fait partie de la délégation. Autrement dit, le dossier donc, serait vraiment sur les rails, quoi. Oui, parce que quand on voit la délégation dans sa composante, il y a le parquet criminel, le parquet national financier, donc, qui est présenté par Pascal Prache. On a vu d'autres aussi directeurs importants liés au réseau criminel, la criminalité organisée. Donc on voit une distinction. Là, en fait, il y a vraiment la question de la grâce qui est posée. Donc je pense parce que les autorités françaises, quand on voit le dossier, et là, si on sort de la question de Christophe Glaise, si on voit de l'autre côté l'affaire de l'agent consulaire, parce que malheureusement, les autorités algériennes ont sous-entendu d'une façon claire, à mon sens, pas directe, pas verbale, mais à mon sens, qui ne laisse aucun doute, qu'ils essayent de faire
en quelque sorte un chantage avec l'affaire de l'agent consulaire. On le voit clairement. Mais maintenant, si ce n'est pas ce que les autorités algériennes cherchent exactement, donc il faudrait que les autorités algériennes revoient un petit peu leur façon de communication. Parce que dans la communication officielle, on le comprend clairement qu'on libère... Une sorte d'échange de prisonniers. Exactement. Exactement. Mais le problème qui se pose du côté français, et on voit clairement qu'il y a quand même, je ne dirais pas des preuves, mais des éléments qui prouvent clairement que les agents consulaires étaient impliqués dans l'affaire de l'enlèvement. Contrairement à l'affaire Glaise, qui est un journaliste, il avait des communications avec des membres affiliés au MAC. Donc sur le plan de la légitimité juridique et en matière de justice, on est face à un déséquilibre clair, net et précis en matière de fond déjà. Et que la justice française va continuer sa procédure à l'égard de l'agent consulaire et des 2 autres agents qui sont déclarés en fuite. Donc la seule solution pour sortir de cette impasse, c'est une grâce présidentielle à l'égard de Christophe Glaise du côté algérien et une grâce présidentielle ou bien réaménagement de peine ou libération conditionnelle et après réaménagement de peine, etc. Donc là, la justice française... Je veux dire, ils vont coudre quelque chose, ils vont faire du sur-mesure, quoi. Exactement. Et quand on voit la délégation, on le voit clairement. Mais quand on voit aussi les antécédents, quand on voit Ségolène Royal qui s'affiche et qui publie une photo d'une personne... À l'intérieur de la prison. Exactement, accusée de terrorisme, je pense que c'est un élément révélateur de ce qui va se passer ensuite. Je pense que Ségolène Royal aussi n'aurait pas pris le risque de défendre, je dis défendre près dans le dessous, on ne le sait pas, de défendre la vision algérienne sur la question des relations entre les deux pays pour y aller vers un apaisement, ne serait pas avancé autant s'il n'y avait pas des garanties de libération du côté algérien. On lui aurait donné des assurances. Donc, avec l'accompagnement dans la délégation de Laureline Pierrefitte, donc on comprend très bien que du côté français, ils sont prêts aussi à trouver une solution judiciaire pour à l'agent l'affaire consulaire. de l'enlèvement. Genre grâce ou remise de peine ou aménagement Exactement. de peine. Mais il n'y a pas que l'affaire Amer Bokhors. Oui. Il y a aussi l'affaire des influenceurs algériens qui devrait être aussi réglée parce qu'elle est prise en compte aussi et en charge par le parquet national anti-terroriste. Influenceurs algériens en France. Exactement, parce que l'affaire... Genre Doualem, etc. Oui, ça parce que ce que l'affaire a révélé qu'au fait qu'il y avait un réseau entretenu par les autorités consulaires et des éléments algériennes considérés comme des éléments d'influence. Et que dans les discussions, dans la stratégie, c'est de passer à des actes de violence et d'intimidation. Ce qui est considéré, d'ailleurs, ça a été déclaré sur le plateau de France un appel Info au meurtre par le parquet national antiterroriste comme étant un terrorisme d'État, ce qui est quand même un élément extrêmement grave, ce qui a suscité d'ailleurs une réaction officielle d'Alger. Je pense que dans cette délégation, il y a eu tous ces sujets-là qui ont été discutés pour passer à autre chose. Karim Tabou, sur cette sortie, sur cette éventualité, mais je vous laisse d'abord réécouter M. Darmanin. Pas sur un plateau de télévision qu'on peut le faire, mais en tout cas, je peux dire que nous avons été très rassurés par la façon dont Christophe Glaise d'ailleurs est traité. Et puis, bien sûr, nous avons rappelé qu'il faut rendre Christophe Glaise non pas à la France, mais à sa mère. Et je pense que le président Tebboune y sera sensible. En tout cas, nous lui faisons confiance. Je lui fais confiance pour cela. Vous ne dites pas à la France, mais c'est un compatriote français. Oui, bien sûr, mais je pense que c'est avant tout une mère de famille qui est particulièrement blessée, touchée, qui a pu rencontrer le ministre de la Justice algérienne, qui a pu visiter son fils à plusieurs reprises. Voilà, je pense qu'il ne faut pas faire davantage de déclarations, mais nous sommes tous touchés par l'humanité de cette situation. Et je peux vous dire que j'avais... avec mon homologue, avec le président Tebboune, des échanges extrêmement francs sur cette question. Vous dites qu'il faut un peu gommer le côté français pour mettre en avant la situation humanitaire de notre compatriote, journaliste condamné à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme. D'abord, effectivement, maintenant sa peine est définitive puisqu'il n'a pas fait pourvoi en cassation. Et voilà, c'est au président Tebboune, me semble-t-il, que de pouvoir faire ce geste pour cette famille. Et bien sûr, pour notre bonne relation. Espérons-le dans les prochains jours. Il y avait... Karim Tabou. Oui, vous avez qualifié cela d'échange de prisonniers.
C'est beaucoup plus une tentative par Alger de faire des ventes concomitantes. Et ça ne se passe pas aussi facilement que le pensent les autorités algériennes. Il est vrai qu'un responsable français, dans l'art de communiquer, il est resté très équilibré parce qu'on évoque deux attitudes, deux manières de faire différentes. La première est que, il le dit très clairement, que le sujet, le dossier de Glaise va suivre pratiquement la même procédure que l'affaire Sansal, quoique l'accusation est très grave, apologie de terrorisme. Et puis il nous informe, et je pense que c'est un détail très important, lui qui est ministre de la Justice, donc il donne de l'importance à ces détails-là, et nous informe que Glaise n'a pas fait de cassation au niveau de la Cour suprême, ce qui rend définitif son jugement, donc qui donne le droit au chef de l'État donc de prononcer la grâce. Bien que chez nous, les grâces y sont prononcées en dehors de la loi. On peut prononcer une grâce à quelqu'un qui est en instruction, ça s'est fait déjà. On a prononcé puisque les arrestations sont des arrestations arbitraires, puisque les accusations sont des accusations gratuites. Donc, naturellement, les grâces devaient poursuivre la même logique. Donc, nous sommes dans un cas très clair de l'utilisation de la justice comme moyen Moi, je n'ai de jamais pression entendu, politique. Karim Tabo, je n'ai jamais entendu parler d'une grâce décrétée pour quelqu'un qui n'est pas en jugement définitif. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple? Il y a une année, le chef de l'État a prononcé une grâce à des gens qui étaient en instruction. Il y a eu des gens qui ont été en instruction et Athman ils ont Bzelm, bénéficié qui de est la- avocat, confirme, hein, donc c'est très étonnant. Mais les responsables algériens ne s'en combattent pas trop de ces détails, hein. Ils considèrent que l'opinion publique n'existe pas, les médias n'existent pas, la justice, c'est un instrument entre ses mains, donc on n'est pas dans le même. Par contre, il est objectif de poser l'éventualité de l'usage de la grâce par Emmanuel Macron, mais attention, le procès qui va avoir lieu en France, elle va être sous le regard, sous la loupe, de beaucoup d'acteurs et pas seulement des arrangements souterrains. Bien que Darmanin a laissé la porte ouverte pour nourrir un espoir pour les autorités algériennes, parce que ça ne sert à rien de fermer les portes et de jeter les clés. Il est important et connaissent bien la psychologie des responsables algériens. Il faut lui dire oui, mais après, tu fais ce que tu veux. Donc, la logique est qu'il y a une instruction, le parquet a considéré que c'est une affaire de terrorisme d'État, il y a des personnes en fuite, et il y a de l'espionnage, et il y a de l'infiltration des institutions françaises, et il y a eu également tentative d'enlèvement, etc. Donc, ça va être un procès qui ne va pas se passer dans le silence, dans l'opacité. Elle va impliquer une grande partie du débat des acteurs du débat public. Donc, ça ne va pas être aussi facile. Malheureusement pour nous, quand il s'agit d'un journaliste français, et en ce moment même, il y a des journalistes algériens qui sont en prison, qui ont des mamans, et qui ont des familles, et qui ont des gens qui souffrent. Mais il n'y a pas de ministre algérien qui demande qu'on leur accorde une grâce. Et il n'y a pas de gens qui soient sensibles à l'humanité de leurs mamans et de leurs enfants. Et il n'y a pas de responsable algérien qui soit capable de dire il faut arrêter cette situation. Non, quand il s'agit d'Abdelwakil Blam et de Bourras et d'autres journalistes, eh ben, ils sont condamnés. Lorsqu'il s'agit des militants politiques algériens, ils sont traînés dans la boue, ils sont sous contrôle judiciaire, ils signent dans des casernes, ils sont interdits de quitter le territoire national. Pour certains, ils sont interdits de rentrer au territoire national. Il n'y a pas d'humanité quand il s'agit de l'opposition, quand il s'agit des Algériens, quand il s'agit des gens qui défendent ce pays. Mais on a un cœur large lorsqu'il s'agit de quelqu'un qu'on accuse d'apologie du terrorisme, pour quelqu'un qu'on a considéré qu'il a porté gravement atteinte à l'intégrité du territoire, et on trouve le moyen de lister des gens qui sont des militants résidant en France,
qui défendent des opinions politiques, qu'ils soient du MAC ou qu'ils soient de Rachad, et on les liste et on demande leur extradition. Merci. Et ce n'est même pas pour des raisons liées au fait qu'ils sont des terroristes. Non, c'est pour des raisons liées au fait qu'il fallait apporter la démonstration à l'opinion publique locale, donc de chez nous, que le pouvoir est capable de ramener les gens de Merci Karim Tabou. Pardonnez-moi de vous interrompre. Nous avons débordé sur le temps de l'émission. Athman Bessalem, 2 minutes pour le mot de la fin. Nous allons donc prendre du temps à l'émission d'après, mais bon. Moi, je vais juste reprendre ce qui a été dit par M. Karim Tabou quand on parle d'humanité. Malheureusement, là, on sort un petit peu du sujet lui-même, mais c'est lié intrinsèquement et tristement aux détenus politiques qui en a actuellement en Algérie par centaines, et on ignore combien déjà, et les personnes actuellement qui sont interdites, y compris de rentrer dans leur pays à cause de leur opinion politique, c'est cette question d'humanité. Quand on voit que, aux yeux de l'opinion internationale, on parle d'humanité, mais vis-à-vis de leur propre population, de leurs propres concitoyens, on parle de dureté, on parle de jusqu'au-boutisme, on parle de terrorisme, on parle de terreur. De trahison. Et on parle de trahison, malheureusement, et personne ne regarde les mamans, les familles et les enfants des personnes qui sont emprisonnées injustement en Algérie. Merci. Pour apporter de l'eau à votre moulin, j'aimerais aussi dire à ceux qui ne connaissent pas bien ce malheureux pays qu'il y a même une méthode qui montre le niveau de sadisme juridique. Les prisonniers sont généralement envoyés très loin de leur famille pour les prouver du couffin et de la visite familiale, et c'est dire. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à mes invités de nous avoir éclairés. Bonne soirée à vous.